Partir en livre, le grand festival du livre jeunesse organisé par le Centre national du livre, fête ses 10 ans. Ça vraiment c'est super sympa, vous pouvez vous amuser et si vous aimez pas lire, vous pouvez écouter des enregistrements, parler avec plein de personnes. Il y a vraiment plein d'activités dans tous les genres. Partir en livre, c'est chaque année des rencontres avec des auteurs et des autrices, des ateliers d'écriture et d'illustration. On s'amuse et on imbrique les formes toujours entre elles. De mangas, de bandes dessinées. Il a quel âge ton perso? Des créations de livres pop-up, des lectures à voix haute dans les parcs, des bibliothèques de plage, des chasses aux livres, des clubs de lecture. J'ai découvert que écrire c'était quand même grave cool quand on s'ennuie. Cet été, du 19 juin au 21 juillet, des milliers d'événements seront organisés partout en France autour du thème sport et jeux. Les enfants, ils sont en liberté, quoi. Il y a une sensation de vacances. Chez vous ou en vacances, de nombreuses surprises vous attendent. Retrouvez le programme complet de la 10e édition du festival sur la carte de Partir en livre. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette conférence de presse autour de Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse qui fête cette année ses 10 ans. Donc c'est une édition très importante qui aura lieu du 19 juin au 21 juillet, une édition hautement symbolique puisque 10 ans c'est un bel âge quand on est un enfant. Je me réjouis de discuter ce matin de la programmation de cet événement, des surprises qu'il nous réserve et puis d'échanger avec plusieurs des acteurs importants de cette manifestation. Pascal Perrault, vous serez avec nous aujourd'hui pour discuter donc de Partir en livre 10e édition. Vous êtes le directeur général du Centre national du livre. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Gauthier Morax, bienvenue. Vous êtes le concepteur, vous, des livrodromes, donc qui sont cette fête foraine itinérante qui marque aussi cette fête du livre pour la jeunesse. Leïla Guinoun, bienvenue, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre et vous alertez sur la crise qui touche nos enfants culturels et la nécessité, on en parlera ensemble, de les nourrir intellectuellement et culturellement, tout comme on les nourrit finalement, tout comme on nourrit leurs estomacs, de nourrir aussi leur cerveau et leur imagination. Et puis Émilie Maille, bonjour, bienvenue. Vous êtes l'un des projets labellisés par Partir en livre et votre projet c'est Borealia, c'est un très beau projet dont nous allons discuter ensemble, un très bel événement et je suis impatiente également de vous écouter nous présenter votre projet. Voilà, c'est donc 10 ans de Partir en livre, c'est 250 000 enfants qui sont touchés par cette manifestation. À l'heure actuelle, Pascal Perrault, c'est absolument crucial de toucher les enfants et de les amener toujours plus vers la lecture. Je propose, Pascal Perrault, que nous vous écoutions puisque vous allez nous présenter cette édition 2024 de Partir en livre. Merci à tous. Effectivement, c'est une édition un peu particulière cette année, puisque c'est notre 10e anniversaire, comme vous venez de le mentionner. Et puis c'est aussi l'année des Jeux Olympiques. Et donc, pour cette 10e édition, qui aura lieu, comme vous l'avez indiqué, du 19 juin au 21 juillet, et que nous allons lancer donc, au Centre national du livre le 19 juin, nous aurons pour thème le sport et jeux. Et donc nous allons avoir encore cette année des événements partout dans les territoires. Nous espérons encore battre notre record de l'année dernière. Nous avons eu plus de 6000 événements à travers la France, 200 labellisés avec une programmation particulièrement qualitative. Et puis des temps forts partout en France avec également des résidences d'auteurs dans les colonies de vacances. Nous organisons avec la Ligue de l'enseignement, avec les Francas, l'UNAT, la charte des auteurs et illustrateurs. C'est important d'aller aussi sur les lieux de vacances des enfants dans ces colonies. Et puis des temps forts aussi avec nos étapes du livrodrome dont on va reparler. 10 villes cette année au programme, 11 étapes, avec 2 étapes en avant-première, avant même l'inauguration de Partir en livre au Centre national du livre, 2 étapes olympiques sur les sites d'Hermont, où sera la délégation américaine, et de Saint-Germain-en-Laye. Donc 2 événements qui vont particulièrement illustrer l'aspect sportif de cette manifestation, qui est placée, vous le voyez sur notre plateau, également sous le patronage de Claude Ponty, magnifique illustrateur qui nous a fait l'amitié d'illustrer cette édition avec ces petits personnages qui nous plongent dans l'imaginaire et qui nous invitent à lire partout, dans les airs, dans les fonds marins, partout où l'on se trouve, et faire en sorte que tous les enfants surtout lisent pendant les vacances.
Alors lire, c'est vraiment une question cruciale qui préoccupe énormément, bien sûr, le Centre national du livre. Vous avez lancé également le quart d'heure de lecture, qui est un événement que moi j'aime beaucoup, qui invite tout le monde à s'interrompre pour lire un quart d'heure, une fois par an, et puis bien sûr étendre l'expérience à tous les jours, et puis plus d'un quart d'heure. Vous avez publié récemment une étude sur les habitudes de lecture des jeunes, qui est assez préoccupante. Comment est-ce que vous travaillez justement avec Partir en livre pour finalement amener, corriger les choses et donner plus d'appétit aux jeunes, plus envie de lire et développer leur appétence et leur curiosité pour ce que font les écrivains? Effectivement, vous avez rappelé notre étude récente, les jeunes Français et la lecture, que nous avons réalisée avec l'Institut Ipsos, qui montre des tendances assez préoccupantes, il faut bien le dire. Chez les jeunes de 7 à 19 ans, on constate que désormais un tiers ne lisent plus pendant leur temps de loisir. Leur temps est dévoré de plus en plus par les écrans. Ils passent en moyenne 10 fois plus de temps désormais sur les écrans qu'à lire. Donc ces tendances sont préoccupantes, puisque évidemment c'est l'imaginaire des enfants, la construction de leur personnalité, l'apprentissage des connaissances qui sont en cause. Donc ça appelle une mobilisation. Donc cette mobilisation, elle prend la forme de manifestations, comme Partir en livre, les nuits de la lecture également. Toute une série d'événements que nous organisons tout au long de l'année avec nos partenaires, des associations que nous soutenons qui font un travail formidable dans les territoires partout en France, et puis des rencontres d'auteurs. Nous essayons de multiplier en partenariat avec le ministère de l'Éducation, des masterclass, des résidences d'un mois à l'école, et puis nous invitons. Donc tout cela évidemment a pour objet de donner le goût de la lecture, d'avoir ce petit élément déclencheur qui va faire qu'on va lire. Et puis il faut aussi que tout le monde, tous les Français se mobilisent plus largement pour instituer un rituel quotidien, et c'est ce que nous invitons à faire à travers notre manifestation du quart d'heure lecture. C'est sanctuariser un temps de lecture quotidien pour lire, soit seul, soit avoir un temps de lecture partagé aussi entre les parents et les enfants, ou les grands-parents et les petits-enfants pendant les vacances. Ce sont des moments qui sont très importants. Et d'où l'importance cruciale de cartographier, vraiment d'aller partout en France et de circuler avec cet événement Partir en livre pour vraiment ne pas concentrer la culture dans un seul endroit, comme on peut malheureusement parfois le reprocher à la culture en disant voilà, c'est toujours à Paris, c'est toujours dans les grandes villes. Non, avec Partir en livre, c'est partout en France, c'est ça? Le but, c'est d'être partout où sont les jeunes. Il faut aller au-devant d'eux, au pied des immeubles, dans les parcs, sur les plages, dans les centres de loisirs, les colonies de vacances. Nous voulons être partout où sont les jeunes pour leur proposer des livres qui vont les intéresser, parce qu'il y a des livres qui intéressent tout le monde. Je rappelle donc la thématique, vous l'avez dit, de cette année, c'est donc sport et jeux, c'est-à-dire de vraiment surfer sur l'intérêt qui nous habite tous pour les Jeux Olympiques cette année. Et puis bien sûr cette belle affiche signée Claude Ponty qui me plaît beaucoup, tout le monde adore. C'est un auteur qui est fétiche autant pour nous adultes que pour, je pense, nos enfants. Donc c'est une voix qui plaît à tout le monde et je trouve ça très touchant de l'avoir mise à l'honneur cette année. Vous parliez à l'instant, Pascal Perrault, de ces chiffres préoccupants et notamment de ce phénomène des écrans qui viennent dévorer un peu le temps de lecture de nos enfants avec toutes les conséquences que ça implique. Et ces conséquences, Leïla Guénoun, pédiatre, vous les avez constatées vous-même dans votre activité. Vous avez vu, vous me le disiez, on a échangé à ce propos en off, et vous me disiez que vous avez vu vraiment les capacités cognitives des enfants s'effondrer au fil des années, et vous avez lié évidemment ce phénomène, c'est-à-dire le langage, la curiosité, la capacité d'être au monde finalement qui est grignotée par les écrans qui prennent de plus en plus de place. Et vous, alors déjà d'une part vous allez nous parler de ce phénomène que vous avez constaté, et puis d'une idée qui vous est venue, d'une véritable ordonnance littéraire prescrite, culturelle, prescrite par les acteurs de la santé, pour rappeler aux parents que, comme je le disais en introduction, nourrir l'imaginaire de ces enfants, nourrir leur vie intellectuelle, finalement c'est aussi important que nourrir leurs estomacs. Leïla Guénoun, qu'est-ce que vous pouvez nous parler de ce parcours que vous avez fait, c'est ce que vous avez vu, ce que vous avez observé chez les enfants? Alors depuis très longtemps, les pédiatres, comme moi-même, savons que les enfants ont besoin très petits d'être éveillés pour pouvoir se développer au mieux sur le plan neurodéveloppemental. Sauf que depuis ces dernières années, on a appris beaucoup de choses au niveau
des neurosciences, c'est-à-dire ce que l'on pensait être, ce qui avait été déjà décrit dans le développement psychomoteur de l'enfant et qui était décrit, provenait d'une expérience pragmatique, d'une expérience intuitive aussi, et d'une expérience voilà, que les scientifiques de l'époque avaient bien évaluée. Sauf que depuis que les neurosciences se sont développées, on sait qu'on a appris des choses extrêmement fascinantes, à savoir que les structures cérébrales du tout petit enfant se développent très tôt, qu'il y a une capacité sur les neurones, si vous voulez, du tout petit, de 0 à 2 ans, sont dans une phase de développement, une vitesse de conduction qui est très très importante de 0 à 2 ans, et que ce cerveau se remodèle et se fabrique, les cellules, les connexions neuronales se fabriquent, se transforment en fonction du vécu et des expériences de l'enfant. Et là joue un rôle, là où se joue le rôle, c'est que le langage est très très important pour développer les structures cérébrale du petit enfant. Et de plus en plus, et surtout très tôt, parce que cette vitesse de conduction, elle existe toujours et elle continue, heureusement, parce que la plasticité cérébrale, heureusement, elle continue, mais à une vitesse moindre. Ce qui signifie que si on commence très très tôt, on a beaucoup plus de chances d'obtenir des résultats. Et par quoi obtiendrons-nous des résultats? C'est par la stimulation de ces circuits neurodéveloppementaux par la culture. La culture, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout le langage. Le langage est à la fois oral, mais le langage écrit. Et les études nous ont montré, et c'est là où le rôle du livre prend toute sa place, c'est que 20 minutes de lecture quotidienne pour des enfants de 1 à 5 ans, c'est 1 600 000 mots entendus. Le corpus de tous les mots que les enfants entendent à travers les lectures jeunesse correspondent à la totalité du langage oral que l'enfant aurait pu entendre. Ça veut dire qu'il y a une importance de la lecture. Pourquoi? Parce qu'il y a le lexique, il y a les complexités grammaticales, syntaxiques, qui font que ça stimule davantage les circuits cérébraux. Donc, ça signifie qu'il faut commencer très tôt. Et quand on commence très tôt, on s'adresse aux parents, puisque ce sont les parents qui prennent en charge les enfants de nourrissons. Et donc, il faut, d'une part, informer les parents de manière très précise sur l'intérêt de ces stimulations par la lecture, par le langage, qui est le langage oral et écrit, donc par la lecture, par la musique, les jeux, la nature, les activités physiques et les arts, ainsi que les spectacles vivants. Mais tout de même, dans tout cet ensemble de préconisation culturelle pour stimuler le système cognitif de l'enfant, la lecture a un rôle prédominant. Parce que le langage se nourrit par les mots, il se nourrit par la complexité, et cela doit commencer très très tôt. D'où le fait que dans mon ouvrage que j'ai publié en octobre 2023, j'ai pensé qu'il fallait donc que nous investissions davantage, nous les médecins, nous les pédiatres, et les professionnels de la petite enfance, pour non seulement sensibiliser et bien sûr aider les parents dans leur parentalité, si je puis dire, pendant les 1000 premiers jours, mais aller beaucoup plus loin en prescrivant, comme on a prescrit dans le passé, les besoins nutritionnels, l'hygiène, comme on prescrit les vaccins. Et à ce moment-là, tous les enfants seront mis à la même enseigne. Et j'ai donc préconisé des ordonnances culturelles en fonction des âges, en précisant quoi et en précisant la fréquence. La lecture, bien évidemment, commence dès l'âge de 6 mois. Précédemment, c'est le langage oral. On accompagne l'enfant dans tout ce que l'on fait avec l'enfant par le langage pour stimuler ses circuits cérébraux, justement, pour développer la communication, pour développer tout ce qui permet le langage. Et il faut savoir que dans le cerveau, les aires du langage, les aires qui permettent le développement de la lecture et de l'écrit, ainsi que les aires sensorielles, tout se stimule. C'est-à-dire quand on stimule le langage, si on stimule le langage par l'écrit, donc par la lecture, on stimule l'intelligence,
on stimule la culture générale, la créativité et les aptitudes socio-émotionnelles. Et tout cela fonctionne ensemble, au même moment. Donc, il faut démarrer beaucoup plus tôt. Moi, je suis beaucoup plus dans la prévention et c'est très, très bien ce que vous faites par rapport à la mobilisation, par rapport aux enfants qui sont là et les jeunes qui sont là. Mais moi, mes préconisations viennent en amont, c'est-à-dire avant même que les enfants aillent à l'école. Et pourquoi ? Parce que les parents sont extrêmement sensibles à leurs enfants et qu'il faut savoir que tous les enfants de France sont vus de 0 à 3 ans, pratiquement tous les mois, par les professionnels de la santé, par les médecins, par les pédiatres et par d'autres professionnels de la petite enfance. Donc on peut les utiliser. Et c'est très important, on ne les utilise pas pour rien, parce que réellement, il y a carence culturelle si on ne le prescrit pas. C'est stimulation indispensable au système cognitif de notre enfant, de nos enfants. Et si l'enfant change, l'adulte change. Voilà. Voilà. Donc c'est comme la vitamine D qu'on donne à nos enfants et les vaccins. C'est ça, exactement. Et maintenant, il y a aussi Exactement. des activités culturelles. C'est ça, et ça, sinon c'est une carence culturelle. Absolument formidable. Et effectivement, absolument en écho et en dialogue avec les initiatives portées par le Centre national du livre. Alors maintenant, merci beaucoup déjà, Leïla Guinoun, pour cette intervention passionnante. Et puis, nous allons avoir une surprise, une vidéo surprise que je vais laisser apparaître à l'écran. Et ensuite, nous en discuterons. Dominique Rocheteau, ex-footballeur. J'ai écrit un livre Foot sentimental. Je suis cette année le parrain de Partir en livre. La lecture, c'est un jeu, c'est un plaisir, comme le sport d'ailleurs. C'est pour ça que sport et lecture, oui, bien sûr, ça va ensemble. Et on peut parler aussi d'écriture. C'est de trouver une forme de liberté. Et quand on lit, c'est pareil, c'est une forme de liberté, d'évasion, on s'évade. Il y a toujours eu deux formes de sport pour moi. Le sport pour tous, le sport populaire, et puis le sport de haut niveau que moi j'ai pratiqué, qui est complètement différent. S'il y avait un livre de chevet, c'est une vie de Maupassant, parce que c'est les descriptions des personnages, c'est le 19e siècle, c'est l'histoire d'une femme de cette époque, mais ça peut être l'histoire de toutes les femmes, le romantisme aussi, et c'est un livre que j'aime beaucoup. Dernièrement, on m'a offert un très très beau livre. C'est une bande dessinée, ça s'appelle La vie secrète des armes. Comment les protéger, ce qu'ils nous apportent, ce que les armes nous apportent. Ce livre, je vais le faire tourner dans la famille, donner à mes enfants et à mes petits-enfants. La base, bien sûr, c'est le football, mais ça s'appelle Foot pour tous, donc j'accueille tous les enfants de 7 à 17 ans, les garçons, les filles. Donc on profite justement de ce parrainage pour faire venir des auteurs qui vont, j'espère, motiver les enfants pour la lecture. J'ai la chance d'être le parrain de Partir en livre, et cette année c'est le 10e anniversaire, donc je souhaite un très bel anniversaire à cet événement. Et voilà, Dominique Rocheteau, Pascal Perrault, c'est une belle surprise, ça nous met en joie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce parrainage et cette collaboration qui est si réjouissante et il vient de nous parler. J'ai trouvé tellement touchant cette vidéo. Nous sommes très, très honorés que Dominique Rocheteau ait accepté notre invitation d'être le parrain de cette édition de Partir en livre autour du sport, tout simplement parce que Dominique Rocheteau, c'est un sportif immense, qui a participé à 3 Coupes du Monde, qui a fait rêver tous les jeunes supporters de Saint-Étienne, du Paris Saint-Germain pendant de longues années. Donc c'est un sportif vraiment emblématique, très populaire. Et puis aussi, c'est un sportif qui a vraiment, qui est vraiment animé par la volonté de transmettre sa passion du sport, d'ailleurs tous les sports en général. Et il l'a fait dans son très beau livre Foot sentimental, où il parle au-delà du sport de tous les éducateurs, des supporters, des bénévoles qui font vivre le sport au quotidien. Il est animé par cette volonté de transmettre sa passion et aussi de transmettre ses valeurs. Ces valeurs qui favorisaient l'équipe, le collectif, l'altruisme, le respect aussi. Donc c'est une très belle personnalité qui nous fait l'honneur d'être cette année le parrain de Partir en livre, et nous aurons le plaisir de le retrouver notamment à Royan, où il anime des stages de football qui sont colonies apprenantes. Et nous aurons également des auteurs qui viendront sur ces stages de foot pour les enfants.
Donc faire rêver, continuer de faire rêver les enfants, les jeunes, c'est vraiment la grande ambition de Partir en livre. Je rappelle que donc le Livrodrome est l'un des moments forts, l'un des moments clés de ce festival. Et d'ailleurs, le 19 et 21 juin, au Centre national du livre, ce sera le lancement et ce sera 2 jours de rencontres littéraires et d'ateliers. Je crois que c'est 200 ados issus des cités éducatives parisiennes qui sont invités et il y aura des auteurs assez majeurs, tels que, même tout à fait majeurs, Clémentine Beauvais, moi je l'adore, Claire Castillon, Jean-Christophe Tixier, etc. Donc vraiment une très belle carte d'invités. Et puis, le cours des Livrodromes, chaque année, c'est 15 000 à 20 000 participants, 150 auteurs, 60 attractions littéraires. Et cette année, le jeu qui leur sera fait, ce sera notamment imaginer les sports du futur. C'est ça, Gauthier Morax ? Presque. Alors, dites-nous. Non, merci d'abord de votre invitation. Merci au Centre national du livre, sans lequel le Livrodrome n'existerait pas depuis 5 ans. C'est en effet cette année la 5e édition des Livrodromes, une édition qui est très largement enrichie, renouvelée. Pour la première fois cette année, on va faire 10 villes, 11 étapes, 9 nouvelles villes, 2 étapes en fait, dans le cadre des Olympiades culturelles à Hermont, autour des auteurs et de la littérature young adulte américaine, à Saint-Germain-en-Laye, autour de la littérature young adulte britannique. Puis nous partirons sur les routes de Lille, de Villers-Cotterêts, de Florange, de Belfort, de Lons-le-Saunier, d'Angers, de Marseille, et nous conclurons cette 5e édition à Montélimar le 11 juillet. Un mois sur les routes, plus de 130 auteurs, illustrateurs, artisans, professionnels et nouveaux prescripteurs du livre invités, plus de 80 partenaires culturels, associatifs, puisque le Livrodrome est un projet qui est à chaque étape co-construit intégralement avec les acteurs du territoire pour que s'enclenche derrière une dynamique et que, au-delà des Livrodromes, cette préoccupation majeure et ce sujet majeur que nous avons tous ici en commun, qui est la lecture chez les adolescents. Madame Guénoun parlait des petits. La question de la lecture chez les adolescents, elle est majeure aussi. Donc, comment, au-delà des Livrodromes, dans le fond, les villes continuent à se mobiliser à travers leur politique de lecture publique en direction des adolescents. Et on essaie de créer, avec ce projet, au-delà de ces 11 manifestations cette année, on essaie de créer les conditions pour que, derrière, tout s'enclenche une dynamique autour des livres et de la jeunesse. Donc c'est cette année une édition pour nous assez incroyable, très largement renouvelée. Je le disais, il y aura près de 20 attractions par ville, c'est la première fois. Il y aura plus de 130 auteurs illustrateurs invités. Il y aura beaucoup de nouveautés dans les dispositifs proposés. Première, je dirais, je crois que c'est le premier point saillant de cette édition. Le deuxième point saillant, c'est une année à la lumière de Partir en livre, qui sera très largement thématisée autour des sports et des jeux également, puisque nous allons lancer les premiers Jeux olympiques littéraires de l'histoire. Dans chaque ville, nous allons construire avec les clubs de sport, avec les auteurs, avec les illustrateurs, des attractions mêlant sport et littérature. Parfois c'est de l'écriture, parfois c'est de la lecture, parfois c'est les deux. Il y aura, parfois c'est du handisport, on fera un cécifoot dessiné à Saint-Germain-en-Laye, on fera du tir à l'arc littéraire à Belfort, on fera un match des rêveurs avec Mathieu Simonet à Florange, on fera une attraction mêlant boxe et littérature à Lons-le-Saunier avec l'écrivain Marc-Alexandre Robambé, le club de boxe de Lons-le-Saunier. Donc une édition très largement aux couleurs, elle aussi, des Jeux olympiques et des Jeux évidemment paralympiques. Troisième point évidemment saillant pour nous, c'est la présence des ados au Livrodrome. On en attend plus de 15 000 cette année sur l'ensemble des étapes, mais au-delà de ça, nous avons cette année, à la suite de ce qui s'était passé en 2023, essayé de les impliquer de plus en plus dans la programmation. Donc ils nous ont pour beaucoup fait des suggestions. Nous allons avoir une nouvelle attraction qui va s'appeler le Book Club, où dans toutes les villes on pourra entendre les coups de cœur recueillis depuis 1 an des adolescents et des adolescentes partout en France, qu'on pourra emprunter à travers une forme de livre sonore comme ça qui livrera ses coups de cœur. Point très important, nous avons aussi lancé sur notre site et sur nos réseaux un projet qui s'appelle Un livre, un ado, pour que partout en France des ados puissent venir nous donner leurs conseils de lecture à leurs pairs, à nous évidemment, parents, amis, mais aussi à leurs pairs, aux ados et aux adolescentes de leur génération. Je crois que c'est le troisième point, cette volonté de mettre les ados au cœur de la programmation. Dans chaque ville, il y aura une radio du Livrodrome qui sera chaque fois menée par 20 à 30 ados qui viendront interviewer les auteurs invités. Donc ça, c'est un point pour nous extrêmement important. Et puis, je crois que le dernier point très important de cette 5e édition du Livrodrome, c'est notre volonté d'impliquer aussi
les auteurs et les illustrateurs dans la programmation. Ils étaient généralement évidemment invités. Mais cette année, nous sommes allés plus loin. Nous avons beaucoup construit avec eux des dispositifs spécifiques. Je pense à Lou Bapien, illustrateur Étienne Lécroard, qui a inventé un Scrabble géant à partir d'une résidence qu'il a fait à la Cité de la langue française autour des mots, des expressions françaises et francophones, où les jeunes vont pouvoir imaginer des strips en 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases pour jouer autour de la langue française, de ces mots et de ces expressions, et évidemment francophone. Je pense à Mathieu Messimonel, écrivain, qui a inventé ce dispositif qui s'appelle le match des rêveurs. Je pense aux Oulipien Eduardo Berti et Yann Monck, qui, à Saint-Germain-en-Laye et à Lons-le-Saunier, ont inventé eux aussi des dispositifs pour redonner, parce que je crois que c'est ça l'idée, ça a été rappelé, et c'est le même enjeu, évidemment, au Livrodrome qu'à partir en livre, redonner au livre une place qu'il occupe de moins en moins auprès des adolescents, c'est cette idée du loisir. C'est-à-dire que le livre peut être un loisir. Le livre est souvent vécu comme une contrainte, quand il est vécu, disons. Et le but du Livrodrome et de partir en livre, c'est de montrer que le livre peut être un loisir. Et ce qu'on essaie de faire avec ce concept de parc d'attractions littéraires, c'est de réinventer comme ça des formats de médiation pour montrer que on peut être tout aussi exigeant d'un point de vue littéraire, mais simplement renouveler les formes de médiation. Et ce qui est magnifique, et je voudrais à nouveau vraiment remercier le Parti en livre, c'est qu'on s'aperçoit que ça marche. C'est-à-dire que, oui, les pratiques de lecture diminuent, mais grâce au Centre national du livre et à ses partenaires, nous distribuons au minimum dans chaque ville plus de 400 chèques lire. Et on s'aperçoit avec le Livrodrome que ces chèques lire sont immédiatement dépensés le jour J dans l'espace librairie, qui est tenu par, cette année, plus d'une vingtaine de librairies indépendantes sur l'ensemble des villes. Et ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que le goût de la lecture n'a pas forcément disparu. Je suis convaincu que le goût de la lecture n'a pas même disparu. Je pense que c'est une question de mise en scène du livre qu'il faut repenser, compléter avec ce que font évidemment au quotidien les enseignants, les associations, les bibliothèques, les librairies. Et que les événements comme Partir en livre, comme le Livrodrome, servent à apporter de nouveaux regards. Voilà. Je voudrais juste, après on pourra discuter s'il y a des questions évidemment, faire un dernier mot, parce que c'est pour nous un tour de force cette édition. On n'a jamais fait ça. L'événement a beaucoup grossi depuis 5 ans. Je voudrais remercier toute l'équipe du Livrodrome qui livre encore aujourd'hui un travail absolument colossal. Chloé Marot, la programmatrice littéraire, qui a invité plus de 130 auteurs, illustrateurs, professionnels, artisans du livre. Maëva Evrard, directrice de production. Emma Duteil, Manon Vrina, Pascaline Meunier, qui s'occupe des liens avec les publics. Je vous le disais, plus de 15 000 à 20 000 ados attendus grâce au travail mené Pascaline, Marie Cavalier et évidemment Mathilde Roux, notre responsable de la communication. Parce que sans elle, je crois que ce qui va se passer du 11 juin au 11 juillet prochain ne pourrait pas avoir eu lieu. Voilà, merci à elle. Et à souligner aussi que vous avez reçu le prix Sophia Lire Télérama du festival 2023. Donc j'imagine que ça aussi contribue à faire grossir les enjeux et à mettre un peu de vent dans les voiles pour un festival. Oui, ça a été un encouragement énorme. Je crois que ce prix n'est pas là pour destiner un meilleur festival qu'un autre. Tous sont tout aussi importants. Simplement, pour nous, ça a été la reconnaissance du travail qu'on essaye de mener depuis 5 ans en direction des adolescents, sur un projet assez unique. Je crois qu'il n'existe pas un festival culturel en France qui est itinérant à l'échelle nationale, j'entends, ni festival, quel que soit le genre, ni évidemment dans le domaine littéraire, spécifiquement dédié aux adolescents de 11 à 18 ans. Alors il y a parfois qu'il y a des plus petits évidemment, parfois qu'il y a des plus grands aussi, c'est un parc d'attractions, donc il est ouvert à toutes et à tous. Mais effectivement, ce prix nous a énormément aidé, nous a offert beaucoup de visibilité et nous a permis de faire connaître ce projet auprès de villes qui sans doute n'auraient pas été au courant et qui nous permettent aujourd'hui d'aller, je vous dis, à Florange, à Lons-le-Saunier. Voilà, c'est des villes qui nous ont connus grâce à ce prix, qui nous permettront l'année prochaine encore d'aller dans des communautés de communes, des petits villages. Pascal Perrault rappelait tout à l'heure l'importance pour Partir en livre d'être présent partout en France, partout où il y a des jeunes. Le Livrodrome, c'est pareil. Plus on peut aller dans des territoires où l'offre culturelle est peut-être moindre par rapport à des grandes métropoles ou des grandes capitales, où l'offre en direction des jeunes et de la littérature est parfois absente, plus on est heureux. Et on est extrêmement heureux du parcours qu'on a pu construire cette année. Et c'est vrai que ça a été très largement facilité par l'obtention de ce prix l'année prochaine. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Gauthier Morax. Et puis pour ponctuer cet échange très intéressant autour du Livrodrome, je propose que nous regardions une vidéo consacrée au Livrodrome. Tu aimes lire et t'amuser ? Pour les 10 ans du festival Partir en livre, le Livrodrome fait sa tournée dans 10 villes de France du 11 juin au 11 juillet 2024. Chaque ville te propose des attractions originales qui mélangent sport et littérature, de quoi bien rigoler. Va vite sur livrodrome.com pour voir si le Livrodrome passe à côté de chez toi.
Eh bien, Émilie Maille, c'est à nous d'échanger maintenant autour de votre beau projet labellisé, donc par le CNL pour partir en livre. Et c'est un projet qui s'appelle Borealia, projet de jeux d'été, danse et livres de l'Arctique et de Mongolie. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, c'est la 4e année consécutive que Borealia a le plaisir de participer à Partir en livre. Cette année est un petit peu spéciale parce qu'on va s'orienter vers les jeux et vers les danses, vers les sports, en plus de la lecture. Borealia a été créé au départ par souci de faire connaître des cultures qui sont très éloignées des nôtres, les cultures des pays du Nord, et des pays du Nord et de Mongolie. Cette édition va vraiment être très, très intéressante parce qu'on va pouvoir faire voyager, initier à des pays, des cultures qui sont loin de nous et pour lesquels le sport est vraiment au centre de la culture, parce que le sport n'est pas à la base en Mongolie ou dans les pays du Nord un loisir, mais on pratique le sport ou les danses, parfois par obligation, pour aller chasser, pour être en forme, pour survivre dans des espaces qui sont hostiles. Alors évidemment, la vie aujourd'hui dans ces régions n'est plus la même pour toute la population, mais en tout cas, c'est au centre de la culture et c'est ce qu'on va partager avec les enfants cette année. Le projet va être plus orienté vers les écoles, les centres aérés, et on va travailler aussi avec quelques partenaires, libraires ou autres structures, à la fois en région Île-de-France et dans le Grand Est. Ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est la place des langues, parce que les langues sont au centre des cultures, c'est ce qui fait notre différence, c'est ce qui fait notre richesse. Et on peut parler autant de langues régionales que de langues étrangères. Donc, Borealia va aussi proposer des animations qui sont destinées à des communautés d'origine étrangère, qu'on va se faire rencontrer avec des communautés plus francophones et toujours avec ce souci de découvrir le monde. Et quelle est la réaction des enfants que vous avez pu observer autour de ce projet-là? Qu'est-ce que vous fédérez? Est-ce que vous avez l'impression de toucher quelque chose en eux, d'éveiller leur curiosité, qui est un peu le fil rouge de cette discussion finalement, de nourrir leur imaginaire? Oui, les enfants sont toujours heureux, curieux de rencontrer l'autre, de découvrir comment on vit dans d'autres pays. C'est vraiment ce qui est au centre des livres qui vont être proposés. On va organiser aussi des rencontres avec les traducteurs, parce que les traducteurs, on les oublie souvent, mais ce sont des auteurs à part entière qui souvent choisissent eux-mêmes le livre qu'ils vont proposer à l'éditeur. Et ces traducteurs ont envie de faire connaître justement un pays, une communauté, une culture. Donc ces traducteurs vont transmettre eux-mêmes aux enfants et là on va leur faire un petit peu de sport et de danse. C'est l'occasion aussi de leur montrer la variété des métiers qui existent autour du livre et que c'est pas seulement un écrivain qui est face à eux, c'est aussi un traducteur, souvent un éditeur, fabricant, etc. Donc je trouve ça assez passionnant de montrer aux jeunes que le livre est un univers qui se déploie aussi bien entre leurs mains que bien au-delà. Eh bien, merci beaucoup, Émilie Maille, c'est passionnant, ce projet, félicitations. Et puis, eh bien, Pascal Perrault, je reviens vers vous. Partir en livre, c'est aussi un gros travail de partenariat, c'est beaucoup de mise en place de projets communs, de collectivités qui travaillent ensemble, de différents acteurs qui joignent leurs forces pour faire lire les enfants. Est-ce que bien vous pouvez nous parler des chèques lire, par exemple, des labellisés voilà, je vous laisse la parole sur ces aspects-là du festival. Effectivement, Partir en livre, c'est un festival un petit peu particulier qui s'étale sur un mois. Et c'est une manifestation nationale
donc avec, comme je l'indiquais tout à l'heure, 6000 événements à travers la France, en fait, qui se déroulent. Et puis certains font l'objet d'un accompagnement un peu plus particulier. Donc nous accompagnons en fait toutes les structures avec des kits de communication, des guirlandes de fanions, des affiches à colorier, voilà, toutes sortes d'éléments propres à la communication et pour identifier et puis les lieux. Et puis nous avons un accompagnement plus spécifique pour des projets comme Boréalia, dont on parlait à l'instant, qui ont une programmation particulièrement qualitative avec des auteurs, des libraires, des professionnels du livre en général. Donc là, nous accompagnons 200 manifestations, 199 pour être précis cette année. Nous accompagnons financièrement grâce à notre comité Partir en livre, qui est présidé par Anne-Laure Bondou, qui a été récompensée cette année d'ailleurs par la Pépite d'Or au Festival Jeunesse de Montreuil. Je remercie d'ailleurs Anne-Laure et toute l'équipe du comité pour le soin particulier qu'ils prennent à examiner les projets un à un, à regarder ces programmations qui sont souvent formidables. Et puis nous accompagnons effectivement, comme vous l'indiquiez, puisque l'objet de Partir en livre, c'est de partir en vacances avec des livres. Donc nous accordons des chèques lire. Effectivement, nous remercions d'ailleurs notre partenaire McDonald's qui nous permet de doubler le volume de chèques livres que nous distribuons avec Up, le groupe Up également. Et puis nous réalisons également un certain nombre de coéditions avec des partenaires. Et puis cette année, comme c'est notre 10e anniversaire, nous avons souhaité avoir un recueil un peu exceptionnel. Nous avons demandé à 10 auteurs jeunesse particulièrement emblématiques d'écrire des petites nouvelles que nous avons réunies dans un recueil que nous allons distribuer tout au long de l'été sur les sites de Partir en livre. Ils seront distribués donc gratuitement. Et ce recueil sera également disponible sur notre site internet partirenlivre.fr pour que les organisateurs puissent également se l'approprier pour organiser des lectures à voix haute ou tout simplement en prendre connaissance. Voilà donc 10 auteurs, 10 ans de festival et puis une vidéo pour célébrer cet événement. Bonjour, je m'appelle Clémentine Beauvais et je suis l'autrice de Voix off dans le recueil des 10 ans de Partir en livre. Bonjour, je m'appelle Emel Benamda et dans le cadre des 10 ans de Partir en livre, j'ai écrit la nouvelle La Ligne. Bonjour, Cécile Roumillière, je suis l'autrice de Perfect Dream, une des 10 nouvelles de votre recueil de Partir en livre 2024. Feu, vous comprendrez pourquoi la lecture du texte, force et fragilité. Mère, fille, apnée. Émotion, natation et transmission. Je souhaite un très bon anniversaire à Partir en livre. Qu'est-ce que j'aime lire? Qu'est-ce que je ferais sans livre? Joyeux anniversaire Partir en livre! Voilà, c'est très joyeux, c'est très émouvant. Et puis Partir en livre, c'est aussi une bibliographie. Et ça, c'est passionnant, réalisé par Nathalie Le Breton. Cette bibliographie qui, cette année, est consacrée évidemment à la question du sport et aux livres qui se penchent sur cette thématique qui passionne autant nos corps que nos esprits. Je propose que nous regardions une vidéo de Nathalie Le Breton qui va nous présenter cette bibliographie très particulière de cette 10e édition. Bonjour à tous et merci d'être présents, disponibles et motivés pour partager autour de cette nouvelle édition de Partir en livre, organisée au cordeau par l'équipe du CNL sous l'œil attentif de Régine Atchando. Je pourrais ajouter curieux, déterminé, motivé, toutes ces qualités qui sont si bien valorisées par ces livres pour les enfants, petits ou grands, dédiés au sport et aux jeux en général cette année. Le sport, vous allez me dire, c'est d'actualité.
l'été, alors oui, profitons-en. Quant au jeu, à mon sens, il est plus que jamais à remettre au goût du jour chez nos enfants. Je parle bien sûr du jeu qui les met en mouvement dans leur environnement, le jeu qui leur donne à penser, le jeu qui leur permet de se situer vis-à-vis d'eux-mêmes comme vis-à-vis des autres. Dans cette sélection de 50 livres non exhaustifs, vous trouverez des albums astucieux pour les plus jeunes, comme Aujourd'hui on danse et demain on recommence de Marie Poirier, un livre qui se déploie pour servir de cabane, d'obstacle pour faire le pont. Vous aurez aussi des biographies d'athlètes plus ou moins connus, des portraits d'enfants passionnés qui doutent comme cette danseuse qui ne peut porter ses lunettes mais qui va s'entraîner dans le noir pour se libérer de ses appréhensions et s'envoler une fois sur scène. Vous allez avoir aussi des récits qui font réfléchir aux différents points de vue possibles comme Mazette. Alors, avec Mazette, l'important c'est de gagner ou de participer? Ben oui, avec Mazette, dans cette lecture à double sens, la réponse fuse. L'important, c'est de jouer encore et encore. Il y a, vous l'avez compris, de la joie dans ces illustrations et dans ces textes, des étincelles de vie qui ne demandent qu'à s'exprimer chez les enfants. Ces livres ont le pouvoir de les faire jaillir et de les entretenir, que ce soit dans un centre de loisirs, que ce soit sur la plage, au parc, dans une médiathèque ou encore une crèche. Alors j'ai envie de dire maintenant c'est à vous de jouer en espérant que vous aurez autant de plaisir que j'en ai eu en me plongeant dans ces lectures qui ont le don de vous hérisser le poil. À très vite. Eh bien, quel dynamisme, voilà, qui donne envie de se plonger effectivement dans cette bibliographie et dans les livres que nous recommande Nathalie Le Breton. Alors, pour arriver vers une conclusion de ce rendez-vous, je rappelle que donc le Partir en livre, c'est une initiative qui rassemble de nombreux partenaires. Je vais citer quelques-unes des initiatives qui entourent ce festival. Bien sûr, je peux pas être exhaustive, mais par exemple, moi, ce qui me plaît beaucoup, que je trouve très bien, c'est notamment les autoroutes Vinci, autoroutes qui mettent des livres à disposition des enfants sur les aires d'autoroute. Donc, quand les enfants voyagent avec leurs parents, eh bien, quand ils s'arrêtent sur les aires, moi, j'ai des souvenirs d'ennui total sur les aires d'autoroute. Eh bien là, ils auront accès à des livres plutôt consacrés d'ailleurs au sport, avec une belle programmation de lecture. Ça, c'est formidable. Le musée d'Orsay également, qui va mettre en place une programmation, c'est mon patrimoine, programmation jeunesse estivale, donc qui est spécialement dédiée aux jeunes et qui évidemment rentre aussi dans le cadre de ce festival. Il y a un accès pour les jeunes à la plateforme de lecture Nabook, donc là c'est aussi une façon pour eux d'aller creuser, plonger, fouiller, chercher des lectures qui leur correspondent et puis avoir accès à un catalogue toujours plus large. Puis bien sûr il y a ces résidences d'auteurs jeunesse dont nous avons déjà parlé, Pascal Perrault, 60 résidences d'auteurs jeunesse dans des colonies de vacances et dans des centres de loisirs. Voilà, je vais vous donner la parole, Pascal Perrault, pour que vous puissiez poursuivre donc le travail autour de ces partenaires de Partir en livre. Oui, je voudrais évidemment remercier tous nos partenaires et tous ceux qui se mobilisent pour la réussite de cette manifestation Partir en livre chaque année, aux côtés du CNL, pour faire rayonner cette manifestation partout en France. Tous les bénévoles, les communes, les médiathèques, les libraires, tous les professionnels du livre qui se mobilisent. On a vu avec le docteur Leïla Guinoun combien il était important qu'il y ait une mobilisation générale pour la lecture, parce que c'est important, mais aussi parce que c'est un plaisir, et c'est avant tout un plaisir, et les vacances sont faites pour ça. Merci aussi à nos partenaires médias, qui donnent un large écho à nos actions. Le Point, bien évidemment, chère Élise, mais aussi Libération, l'équipe, J'aime lire, Je bouquine, nos partenaires audiovisuels également, France Télévisions, et ça marque beaucoup, RTL. Merci aussi au soutien public et privé qui nous permettent de toujours donner plus de chèques lire chaque année. J'évoquais McDonald's tout à l'heure. Je remercie également le Pass Culture, l'Olympiade culturelle, le groupe UP, la Fondation Vinci Autoroute. Merci aussi aux partenaires qui permettent au Livrodrome de parcourir la France chaque année avec de très belles étapes qui sont autant de points forts pour nous. La Fondation Crédit Mutuel, la SOFIA, la Fondation La Poste, le Centre français du droit de copie. Enfin, je voudrais remercier aussi ceux qui nous accompagnent tout au long de l'année, et notamment pour Partir en livre,
la Ligue de l'enseignement, les Francas, l'UNAT, la Bibliothèque nationale de France et Eurocoin. Et puis je voudrais aussi remercier évidemment tous ceux sans lesquels il n'y a pas de livre, tous ceux qui nous soutiennent également, le syndicat de la librairie française, le syndicat national de l'édition, la Société des gens de lettres, la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, très présente également sur nos actions dans les territoires, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, nos éditeurs partenaires pour nos petites coéditions de cette année, qui seront également distribuées sur les différentes manifestations de Partir en livre. Nos éditeurs partenaires cette année, ce sont les éditions Flammarion Jeunesse, Gallimard Jeunesse et l'École des loisirs. Et puis également un remerciement à Nabouk et au Petit Prince qui nous permettent d'avoir des ressources supplémentaires accessibles sur notre site partirenlivre.fr. Et merci à vous aussi, Pascal Perrault, pour toutes ces interventions, pour tout ce que vous faites. Et puis c'est l'heure maintenant d'une séance de questions-réponses, bien sûr. Mais les personnes qui nous ont regardés nous ont posé des questions, et j'en vois une qui s'affiche ici. Avez-vous des conseils pour redonner l'envie de lire aux plus jeunes? Leila Guinoun. Alors c'est redonner. Oui, je pense que pour donner envie de lire aux enfants, il faut le faire déjà très tôt, c'est-à-dire faire de la lecture partagée. Ne pas négliger le fait que lire à voix haute avec les enfants, c'est très important. Non seulement ça leur donne le goût de la lecture, mais aussi ça leur permet l'accès à la compréhension de ce qu'ils lisent. Et auparavant, beaucoup de gens pensaient qu'il fallait qu'à partir du moment où l'enfant faisait le décodage du livre, c'était suffisant et qu'on pouvait le laisser lire tout seul. Nous avons été cette génération d'ailleurs, où nous avions, à partir du moment où nos enfants faisaient du décodage, on leur procurait des livres, on les incitait à lire, mais nous ne faisions pas de lecture partagée. Et il semble que ce soit très important de continuer à le faire un peu plus tardivement, c'est-à-dire jusqu'au collège. De sorte que les enfants, et c'est des études scientifiques qui ont démontré que actuellement, environ 35% des étudiants ne comprennent pas les textes qu'ils lisent, c'est-à-dire les textes avec des complexités lexicales, des complexités grammaticales, des complexités syntaxiques. 35%, c'est énorme. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il faut non seulement commencer très tôt, puisque je l'ai dit auparavant, très très tôt, c'est-à-dire à partir de 6 mois, mais aussi il faut continuer avec la lecture partagée jusqu'au collège. Ça, c'est mon point de vue, vraiment après réflexion et après lecture et après tout ce qu'on a appris sur ce sujet. La lecture devrait être, pour moi, une cause nationale, vraiment. Parce que ça, on sait que les aires cérébrales fonctionnent, il y a des sites très particuliers dans nos aires cérébrales, mais elles fonctionnent toutes en communication permanente, et que la lecture, à travers le langage qu'elle apporte et à travers toutes ces complexités, toute cette recomposition des circuits cérébraux, joue un rôle considérable sur tout le reste, sur le plan sensoriel, émotif, etc. Et il n'est jamais trop tard pour reprogrammer ce qui a été déprogrammé. Jamais trop tard, parce qu'il y a une plasticité cérébrale qui continue, elle continue jusqu'à l'âge adulte et même après. Mais c'est sûr que plus on le fait tôt et mieux c'est, parce que cette plasticité cérébrale diminue au fil du temps. Et cette capacité cérébrale diminue au fil du temps. D'où le fait d'apprendre des langues plus tôt, etc. On le sait ça depuis très longtemps. Mais maintenant, on a la preuve scientifique, on a le visuel, on voit comment les aires se développent, comment elles se restructurent, comment elles grossissent, comment elles diminuent, etc. Voilà, donc c'est très important, la lecture est très importante. Alors, il y avait une deuxième question. Gauthier Morax, comment sont sélectionnées les villes qui participent au Livrodrome? D'ailleurs, redonnez-nous les dates du Livrodrome, parce que je crois que tout à l'heure, je donnais les dates de Partir en livre, moi. En fait, les dates du Livrodrome rejoignent celles de Partir en livre. Il se trouve que cette année, compte tenu du contexte... Il y a un préquel. Voilà, compte tenu du contexte olympique, on commence, nous, une semaine avant. Et donc, on termine une semaine avant. Donc, ça commencera le 11 juillet, ça finira... Le 11 juin, pardon. Voilà, ça commence le 11 juillet, ça finit le 11 juin. C'est très long. Voilà. Non, je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, puis je vais répondre à la question, parce que je me souviens d'une rencontre il y a quelques temps que j'avais eu avec Michel Desmurget, qui avait sorti un livre sur Faites-les lire, et qui disait exactement ce que vous disiez à l'instant. C'est que souvent, on pense que le décrochage avec la lecture s'opère à l'adolescence. En réalité, il s'opère souvent beaucoup plus tôt, au moment où les parents considèrent que les enfants savent lire. C'est-à-dire à l'âge de 6-7 ans. Le décodage, après le décodage. Exactement. Et c'est exactement le point. Au moyen. Exactement. Et en fait, il faisait cette différence entre décoder et lire. Et il insistait sur ce que vous disiez à l'instant,
sur le fait de continuer à lire, y compris jusqu'au collège, de ces temps partagés, et sur l'importance, dans le fond, de montrer que le livre est aussi un espace de liberté. Et donc le soir, ça devient un des espaces de liberté, et non pas un des espaces de contrainte qu'on a tous régulièrement tout au long de la journée. Donc je voulais juste faire cette petite parenthèse parce que ça évoquait ce que vous disiez, ça, dans mon esprit. Comment sont sélectionnés les villes, comment sont sélectionnées les villes ? De plus en plus, ce que je disais tout à l'heure, on souhaite que le Livrodrome ne soit pas simplement, dans le fond, l'animation d'un territoire une journée. Ça, maintenant, on sait à peu près faire, encore une fois, grâce au travail de toute l'équipe. C'est de voir dans quelle mesure, quels sont les objectifs pour une ville d'accueillir le Livrodrome. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, on est en train de préparer là, le parcours 2025, on commence à le préparer. Il y a eu plus de villes candidates qu'il n'y en avait cette année et l'année dernière et les années précédentes. Et de plus en plus, c'était marrant, il y a 2 ans, on nous demandait est-ce qu'il faut remplir des formulaires. On disait non, dans le fond, vous êtes candidate, allez, on y va, ça nous fait plaisir. Aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on croule sous les propositions, mais c'est vrai qu'on en a de plus en plus. Et nous, ce qui compte, c'est de voir dans quelle dynamique s'inscrit cet accueil du Livrodrome. Pourquoi on veut l'accueillir, dans le fond ? Est-ce que ça va participer, dans le fond, à une espèce de laboratoire d'expérimentation ? Je vous disais, ça marche, le Livrodrome, si on considère que le critère d'évaluation, c'est est-ce que ça donne l'envie de lire ? Est-ce que ça donne envie à des ados de partir en vacances avec des livres grâce au chèque lire du CNL ? Ça donne envie, en fait, on s'aperçoit que oui. Donc, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer après. Est-ce que ça s'inscrit, je vous parlais des communautés de communes, est-ce que ça s'inscrit dans l'élaboration d'un contrat territoire lecture ? Parce que ça permet de démultiplier les effets du Livrodrome. Vous voyez ? Est-ce que derrière on a envie de développer des clubs de lecture ados ? Est-ce qu'il y a ça, je dirais, c'est aujourd'hui le critère principal. Ensuite, il y en a d'autres, évidemment, la cohérence un peu écologique et géographique de notre parcours. On ne peut faire, et c'est déjà énorme en fait, on s'en rend sans doute pas bien compte, mais 10 villes chaque année. Il est évident qu'on va éviter de partir de Quimper pour arriver à Nice le lendemain. Donc on essaie d'avoir un parcours qui soit à peu près cohérent géographiquement pour avoir des étapes de transfert trop longues. Ensuite, il y a évidemment la question de la densité culturelle. Je vous disais, le projet est entièrement co-construit, c'est notre souhait, c'est un choix qu'on a fait, entièrement co-construit avec les acteurs du territoire. La vingtaine d'attractions dont je parlais, dès lors qu'elles sont vivantes et animées, elles sont faites avec les acteurs du territoire. Donc ça, c'est un autre élément supplémentaire. Je dirais que c'est les 3 principaux éléments. Les objectifs quant à l'accueil du projet, la cohérence un peu globale du parcours, aussi aller dans des territoires où, je le disais, l'offre est peut-être moindre, ça je crois que c'est un de nos souhaits, voilà, et puis la densité culturelle pour qu'on puisse construire un projet sur mesure, enrichi et différent à chaque étape. Très bien, merci beaucoup Gauthier Morax. Alors, 3e question, comment sont sélectionnées les structures labellisées ? Ça c'est une question qui est pour vous, Pascal Perrault. Alors, les structures labellisées en fait, sont sélectionnées par un comité d'une quinzaine d'experts, en fait, d'auteurs, libraires spécialisés dans la jeunesse, d'éditeurs, de professionnels du livre en général, donc présidé depuis 2 ans par Anne-Laure Bondou. Les villes qui organisent, qui veulent participer à Partir en livre, nous envoient un dossier qui décrit en fait leur programmation, les partenaires qu'ils associent pour effectivement créer une mobilisation, comme l'indiquait Gauthier Morax à l'instant. Et donc le comité se réunit et sélectionne aux alentours de 200 sites qui vont faire l'objet d'une subvention pour les accompagner dans le développement de leurs actions. Très bien, et c'est 23 projets remarqués, je vois... Alors on a 200. 200, ah oui, 199. Alors on a 199 pour être précis. Les chiffres, alors, on a un système un peu de poupée russe, on va dire. Donc on a 6000 événements à travers la France qui sont référencés sur le site de Partir en livre. On peut regarder la carte de tous les événements Partir en livre. Parmi ces 6000 événements, 200 font l'objet d'un accompagnement financier particulier, mais tous ces événements participent à la manifestation, peuvent bénéficier des kits de communication, de chèques lire, en fonction de la programmation de ce qui est proposé. Et puis on a des temps forts parmi ces temps, donc notamment les livrodromes qui constituent autant de temps forts, et puis dans certaines villes organisent des événements particulièrement importants que l'on a listés également dans
le dossier de presse toutes les informations seront disponibles aussi sur notre site. Bien sûr, qu'on peut consulter et qui est très clair et très bien fait. Ce qui est important, juste pour m'inscrire un peu dans ce que vient de dire Gauthier, c'est qu'on arrive à nouer des partenariats en fait avec chaque ville. Et donc quand on se déplace en fait et quand on crée ces manifestations, qu'on les accompagne, l'idée c'est que chaque commune puisse scander un peu son année par des événements littéraires. Ça démarre avec les nuits de la lecture au mois de janvier. Ensuite on a le quart d'heure lecture nationale, le partir en livre. On soutient souvent des festivals dans ces mêmes communes, des rencontres d'auteurs que l'on finance grâce au Pass Culture. Et donc c'est un tout. Et c'est le tout qui permet de mobiliser en fait les communes et de les accompagner dans le travail formidable qu'elles réalisent à l'année et également avec leur médiathèque évidemment. Et puis une question pour vous, Émilie Maille, c'est la dernière question. Est-ce que selon vous, les enfants sont encore aujourd'hui, d'après ce que vous observez, attachés au livre papier ? Ah oui, bien sûr. Le livre papier, c'est quelque chose qu'on peut emporter partout avec soi. On peut lire le soir, mais on peut aussi lire le matin. On constate, on parlait des écrans tout à l'heure, il y a des enfants qui regardent la télévision le matin, mais il y en a qui lisent le matin aussi, qui lisent avec leurs parents. Donc les enfants, ils aiment le livre papier parce que c'est aussi quelque chose qu'on peut, on peut écrire dessus, on peut colorier parfois, on peut souligner, on peut aussi le déchirer, l'abîmer. Tout est permis avec le livre papier. C'est un objet très personnel et moi, je vois que les enfants, ils sont tout à fait attachés. Donc, l'espoir est là quand même pour le livre papier, pour la lecture. Voilà, on peut continuer quand même de penser que les enfants et les jeunes vont rester accrochés au livre et que ce livre ne perdra pas sa dimension symbolique, hautement symbolique qu'elle a et puis nourricière, comme vous le disiez. Leïla Guinoun, eh bien merci beaucoup. Je rappelle quand même les dates, donc les bonnes dates. 19 juin, 21 juillet, ça c'est pour partir en livre. La soirée de lancement, c'est au CNL le 19 juin. J'en profite pour dire aussi que ce soir-là, il y aura la remise du prix du livre jeunesse organisé par le magazine Le Point, donc auquel j'appartiens et je me réjouis de cette seconde édition du prix. Puis je vous remercie bien sûr de nous accueillir pour cet événement. Vous pouvez, et puis les livrodromes, les dates, c'est donc, je le répète, 11 juin, en juillet, voilà. Donc cette fête foraine sera légèrement décalée cette année. Vous pouvez suivre les événements liés à Partir en livre sur les réseaux sociaux, retrouver les événements sur la carte interactive donc du site qui est, comme je le disais, vraiment intéressante et très bien faite. Et puis il y a un hashtag Partir en livre que vous pouvez taper dans les différents moteurs pour voir défiler tous les événements liés à ce bel événement. Et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon été sportif et littéraire. Et puis bien sûr, je vous remercie chacun et chacune. Leïla Guinoun, merci beaucoup pour vos interventions passionnantes. Merci à vous. Merci pour vos conseils aussi qu'on va appliquer avec nos enfants. Émilie Maille, merci beaucoup aussi pour ce beau projet que vous développez, puis pour la façon dont vous en parlez qui est très sensible. Pascal Perrault, bien sûr, un grand merci pour toutes vos explications et puis toutes vos actions en faveur du livre. Et puis enfin, Gauthier Morax, merci également pour le dynamisme que vous mettez au service du livre avec le Livrodrome. Je me réjouis de vous retrouver cet été encore. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et un très bon été sportif et littéraire. On va regarder une vidéo pour conclure, une dernière vidéo de teaser sur le programme qui nous attend. Partir en livre, ça va être du sport, des lectures, des rencontres avec des auteurs, le Livrodrome, des jeux, des défis. Cet été, Partir en livre te donne rendez-vous pour lire et bouger avec tes amis.